813-833, Al-Khawarizmi publie son traité. On a vu là, en quelques mots, le développement de cette discipline nouvelle en Orient musulman, avec ses protagonistes, Abou Kamil et les autres. J'aimerais maintenant qu'on s'attarde sur ce qu'on va appeler l'Occident musulman, et vous allez d'ailleurs nous décrire ce qu'on peut nommer l'Occident musulman. Et du coup, regardez ce que l'algèbre d'Al-Khawarizmi va devenir dans cet Occident musulman, et ce qu'elle va apporter aux mathématiciens de cette région. Alors d'abord, l'Occident musulman ne pouvait pas être défini par les Occidentaux. Ce sont les Orientaux qui vont dire l'Occident musulman, c'est toute la région de l'Empire musulman qui va de la Sicile, en Méditerranée, de la Cyrénaïque, en Libye aujourd'hui, jusqu'à l'Atlantique. Et donc, évidemment, avec l'Andalus compris, Andalus étant la dénomination de la région sous contrôle musulman depuis les fameuses conquêtes dirigées par Tariq ibn Ziyad, qui a donné son nom à Gibraltar d'ailleurs, et qui ont eu lieu en 711. Et donc, on peut considérer que c'est l'Espagne musulmane, tout le Maghreb, plus tard avec une mouvance subsaharienne jusqu'à Tombouctou, plus tard, à partir du XIe siècle. Et puis la Sicile, qui va être un foyer de mathématiques très important, même si on n'a pas de documents qui nous sont parvenus de cette région, mais on a uniquement des témoignages. Et puis tout le Maghreb au sens d'aujourd'hui, c'est-à-dire de la Libye, l'Égypte n'est pas comprise, hein, oui. De la Libye jusqu'à l'Atlantique, jusqu'à l'océan Atlantique. Voilà. Et donc cette région va très vite être intégrée par les conquêtes, puis ensuite par le réseau économique qui est basé sur le commerce international à grand rayon d'action, va être intégrée à l'économie de l'Empire, à la politique de l'Empire, etc. Elle va participer à toutes les luttes idéologiques et elle va participer aussi à l'aventure scientifique. Donc vous venez de décrire l'Occident musulman, c'est encore un vaste territoire. L'algèbre d'Al-Khawarizmi va probablement, enfin je vous laisserai le dire, arriver dans les milieux scientifiques de ce territoire. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'elle va apporter de nouveau, comment on va la développer dans ce territoire? Alors, la question est difficile, parce que là, les recherches déjà sur l'histoire des activités mathématiques dans cette région de l'Occident musulman sont relativement récentes. Elles ont à peu près 30 ans. C'est très récent. Et donc, nous sommes tributaires de la découverte d'exhumations de documents. Et donc, il y a à peine 20 ans, on ne savait pratiquement rien sur l'histoire des activités algébriques en Occident musulman. Je le dis bien, j'insiste, il y a 20 ans. Bien. Et il faut bien dire qu'il y a 20 ans, on ne connaissait, tenez-vous bien, qu'un seul texte qui évoque l'algèbre, deux textes, pardon, qui évoquent l'algèbre, et qui étaient des textes d'ailleurs dans leur version, l'un version latine et l'autre version hébraïque. Aucun texte en arabe. Et ce sont des textes, donc, originaires de l'Espagne musulmane. Pour le Maghreb, on n'avait strictement rien, à part un chapitre dans un manuel du XIVe siècle. Et donc, depuis 20 ans, il y a eu des progrès. Voilà. Alors, quel est le résultat de ces recherches? Eh bien, grosso modo, on ne connaît pas le début de l'activité algébrique en Occident musulman. Ça se perd dans la perte des documents. Par contre, à partir du Xe siècle, il y a des témoignages de textes qui nous laissent supposer qu'on connaissait l'algèbre, Xe, XIe siècle. Ce sont d'abord le fameux livre d'Ibn Abdoun qui concerne le mesurage, qui concerne donc l'arpentage, mais qui résout des problèmes de surface, etc., en utilisant des algorithmes algébriques que l'on pourrait écrire aujourd'hui sous forme d'équations du second degré. Mais on constate très vite que, en fait, ça ne s'inscrit pas dans la tradition d'Al-Khawarizmi, du livre d'algèbre. Ça s'inscrit dans la tradition, une tradition pré-Khawarizmi, que j'ai rattachée tout à l'heure aux pratiques mésopotamiennes, aux pratiques arithmétiques et algébriques mésopotamiennes. Voilà. Par contre, les traces
de la tradition d'Al-Khawarizmi, les plus anciennes, on les trouve dans le Liber Mensurationum, qui est un livre attribué à Abu Bakr, ce n'est qu'un prénom, qu'une kunya. Et ce Abu Bakr, on pense maintenant qu'il est d'origine andalouse, son livre, qui concerne aussi l'arpentage, qui a été traduit en latin, contient plus que le livre d'Ibn Abdun. C'est toujours des problèmes de surface, d'arpentage, mais il résout ces problèmes de deux manières. La première manière, c'est qu'il copie pratiquement ce qu'a fait Ibn Abdun du Xe siècle. D'ailleurs, les problèmes sont les mêmes. La résolution est la même, la démarche est la même. La numérotation même, pratiquement, parfois, est la même. Et puis, quand il finit de résoudre comme ça, il dit « Et la résolution, selon Al-Khawarizmi, est la suivante. » Ce qui, pour nous, est tout à fait amusant, parce qu'en fait, sur le plan des structures internes, les deux résolutions sont les mêmes. Il y a le même algorithme, sauf que le premier n'est pas nommé, et le deuxième, il est identifié, nommé et attribué à Al-Khawarizmi, et surtout, il est accompagné de la terminologie algébrique d'Al-Khawarizmi, qui est l'inconnu, le nombre, le carré de l'inconnu. Voilà. Et les équations, surtout. Il parle d'équations, du premier, du second degré, etc. Il parle d'équations numéro 1, numéro 2, numéro... Et là, on voit qu'il y a deux traditions. Et donc, c'est là où on voit que le livre d'Al-Khawarizmi est arrivé en Espagne, peut-être dès le 9e siècle, mais on n'a pas de preuves. Mais toujours est-il qu'il est arrivé suffisamment tôt pour qu'il puisse créer une tradition. Alors, est-ce qu'il est arrivé au Maghreb avant l'Espagne? S'il devait arriver au Maghreb avant l'Espagne, et ce n'est pas du tout scandaleux, il aurait dû arriver à Kérouan. Parce que Kérouan est la première capitale scientifique de tout l'Occident musulman, 9e, 10e siècle. Ce n'est pas par hasard d'ailleurs, parce que Kérouan aussi, c'est elle qui a donné les premiers grands médecins musulmans et juifs de l'Occident musulman. À tel point que les premiers ouvrages latins de médecine ne sont que des traductions d'ouvrages de médecins de Kérouan, de médecins de Bagdad. Alors pourquoi mettre quand même les médecins de Kérouan au même niveau que les médecins de Bagdad et qu'on les traduise à Salerne, c'est Constantin l'Africain qui l'a fait, c'est que vraiment c'était une école de médecine importante, ça c'est reconnu. Il y a Ibn Imran, il y a Ibn al-Jazzar, ce sont de grands médecins. Bien. Donc on peut penser qu'il y avait une tradition mathématique puissante. Malheureusement, nous avons des témoignages, nous avons même des titres d'ouvrages, mais nous n'avons aucun titre d'ouvrage d'algèbre, et nous n'avons aucun témoignage disant « ce monsieur était algébriste », comme on le sait pour l'Orient et comme on va le savoir plus tard pour l'Espagne et le Maghreb. Donc on peut supposer que l'algèbre a quand même circulé à Kérouan. Pourquoi? Parce qu'on sait que le livre de la science du calcul d'Al-Khawarizmi a sûrement circulé à Kérouan. Pourquoi? Parce que dès le 9e siècle, on a le nom d'un mathématicien qui a écrit le premier livre sur le calcul indien sur la terre maghrébine. Ça, on le sait. Et le livre s'appelle « Livre sur le calcul indien ». Et il est attribué à ce maghrébin. C'est un juif de Kérouan. C'est intéressant. Donc ça veut dire qu'il est tout à fait concevable que le premier livre d'algèbre, la première copie d'Al-Khawarizmi, soit arrivé à Kérouan. Et comme c'est Kérouan qui, à l'époque, au 9e siècle, alimentait tout l'Occident musulman, donc on peut penser que dès le 9e, il y avait quand même ce livre-là. Alors, ce dont on est sûr maintenant, c'est qu'à partir de la fin du XIe siècle, début du XIIe, nous avons des preuves flagrantes que le livre d'Al-Khawarizmi et le livre d'Abou Kamil lui-même étaient en Espagne musulmane. Quelle est la preuve? Eh bien, la preuve, c'est tout simplement, c'est qu'ils vont être traduits en latin à partir du début du XIIe siècle. Voilà. Et même mieux, au début du XIIe siècle, il y a des citations, des références explicites, même dans un ouvrage latin, écrit en latin, pas des traductions. C'est celui qu'on appelle le Liber Mahamalet, qui est attribué à Jean de Séville, mais qui pour le moment est anonyme, parce qu'on est prudent. Eh bien, ce livre se réfère explicitement au livre d'Al-Khawarizmi et au livre d'Abou Kamil. Bien. Comme il a été écrit au début du XIIe siècle, donc on peut penser qu'au XIe siècle, le livre d'Abou Kamil existait, était connu, etc. Il n'y a pas de problème. Bien. Et puis il y a d'autres références plus tard. Au XIIIe siècle, XIIe, XIIIe, nous avons le premier livre d'algèbre écrit en Occident musulman et qui nous soit parvenu dans sa langue d'origine, qui est l'arabe. C'est le livre qu'on appelle l'abrégé de l'algèbre d'Ibn Badr, qui a été publié par Sanchez Pérez dans les années 30. Et donc ce livre, nous avons une copie. Alors nous l'analysons, nous l'avons analysé.
c'est la tradition d'Al-Khwarizmi et d'Abou Kamil qui ont été évoquées longuement avant. Et donc se pose la question, comme nous avons parlé longuement de la tradition d'Al-Karaji, des systèmes d'équations, de Samo'al, des polynômes, de Omar Khayyam, des troisième degrés, est-ce que ces traditions ont circulé? Eh bien, jusqu'à maintenant, la question reste ouverte. Au vu des documents qui nous sont parvenus, nous ne pouvons pas affirmer que telle ou telle contribution algébrique de haut niveau d'Orient soit parvenue et a été enseignée en Espagne et au Maghreb. Ça, pour le moment, dans l'état actuel de la recherche, il faut être prudent. Par contre, il y a des prolongements de l'algèbre en Occident musulman, mais qui se raccrochent aux deux traditions d'Al-Khwarizmi et d'Abou Kamil. Donc des prolongements distincts de ceux qu'on a décrits en Orient musulman. Ils ne sont pas distincts, justement, ça pose un problème, parce qu'il y a plus, parfois, qu'Al-Khwarizmi et Abou Kamil, à tel point qu'on se demande, il y a même des choses qui ressemblent à ce qui a été fait chez le Karaji. À tel point qu'on se demande, est-ce qu'il n'y a pas développement autonome en Espagne musulmane, à partir d'un acquis d'un socle, qui est Al-Khwarizmi et Abou Kamil. Il y a eu un développement autonome en Orient, un développement autonome en Occident musulman. Sauf que pour l'Occident musulman, bien, les textes sont perdus, ou alors le développement a atteint un certain niveau. En Orient, le niveau a été beaucoup plus élevé. C'est possible. Tout est possible compte tenu de notre ignorance des documents. Bien. On peut aussi dire, c'est uniquement le résultat de la circulation de ce qu'ont fait les écoles d'Orient, et puis pour le moment, nous avons un problème de source. Bien. Alors on laisse la question ouverte. Par contre, ce qu'il va y avoir comme innovation, c'est que c'est en Occident musulman, probablement à Séville, ou peut-être au Maghreb, carrément, qu'il y a apparition du symbolisme littéral. Ça, on en est sûr. On ne le trouve pas en Orient. J'ai évoqué le symbolisme des tableaux, mais le symbolisme littéral, c'est de pouvoir représenter X par une lettre, X2 par une lettre, X3 par une autre lettre, etc. De représenter les équations par une écriture totalement symbolique. Voilà. Et ça, donc, le téléspectateur, ou disons comment, je ne sais pas comment, l'internaute, peut très bien regarder ce que je dis, c'est illustré par des images, hein, des manuscrits, il n'y a pas de problème, c'est indiscutable. Donc on peut considérer que l'innovation la moins contestée dans l'Occident musulman, c'est l'apparition d'un ensemble de symboles, totalement complet d'ailleurs, dont on ne connaît pas les auteurs ni les origines, qui vont permettre d'exprimer complètement, disons, les objets de l'algèbre, les outils de l'algèbre, et même qui permettent la résolution complète d'un problème, complètement sous forme de symbolisme, comme on le ferait aujourd'hui. Comme on le fera aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a une question qui s'est posée lorsqu'on a découvert un manuscrit du XVe siècle, qui a peut-être été publié au XIVe siècle. Nous avons une copie à Tunis. C'est que c'est un mathématicien de Tunis, qui s'appelle Al-Qatarawani, et qui... c'est le seul document qui contient la manipulation des polynômes, comme l'avait fait Samo'al. Et on s'est posé la question, est-ce que c'est des séquelles d'une tradition occidentale qui s'est développée parallèlement, de manière indépendante, au développement oriental que j'ai déjà évoqué, ou est-ce que c'est tout simplement le résultat d'une circulation des pratiques donc, de l'Orient musulman, et qui est passée à ce moment-là par la route terrestre marchande, le Caire, puis ensuite Kérouan. Pour le moment, personnellement, parce que c'est moi qui ai découvert le premier ce manuscrit, je penche vers l'hypothèse de la circulation du savoir-faire polynomial d'Orient. Sous forme de tableau? Justement, la question est pertinente. Il y a quand même une appropriation de ce savoir d'Orient par les Occidentaux. Le monsieur qui va enseigner les polynômes à Tunis ne va pas les enseigner avec les tableaux. Et donc, il va se mouler au nouvel apport occidental. Il va exprimer les polynômes pour la première fois dans l'histoire par ce qu'on appelle le symbolisme littéral qui existait déjà. Puisque lui est du XIVe siècle, et le symbolisme, nous le connaissons, est utilisé déjà dès la fin du XIIe siècle. Et donc là, on voit bien, effectivement, une sorte de mixage de deux traditions régionales d'un même empire et d'une même civilisation. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Ahmed.